Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné comme toujours du Master of Gaming, du paladin de la taverne, du héros du jeu vidéo, je précise Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Eh ben dis donc, quelle intro, hein, je vais revenir plus souvent pour des intros comme ça, moi j'adore. Bon, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ton petit surnom c'est Furet. Aïe, t'as mal fini là, ça a commencé trop bien. Bah écoute, en tout cas ça va très bien, merci, j'espère que vous aussi amis auditeurs vous allez bien. Semaine un peu mouvementée chez nous parce qu'on est, Kira et moi sommes normands et il y a eu cette sacrée tempête qui a fait un peu de dégâts et qui a impressionné dans la région, mais quand j'avais de l'électricité, j'ai pu jouer quand même à Baldur's Gate 3, toujours Kira, je ne le lâche pas et je pense que je vais y jouer pendant des mois parce que là je suis qu'à l'acte 1, il y en a 5, je suis déjà à 30 heures de jeu, je prends mon temps donc c'est interminable. Et sinon j'ai repris sérieusement Diablo 4 et c'est vrai que là je me suis mis à fond dans le mode histoire, c'est vrai que c'est sympa, j'ai des griefs contre le jeu et vous les aurez au moment de ma chronique, mais bon il y a des trucs quand même vraiment très cool dans ce Diablo 4. Et toi, ta semaine ? Alors pareil, oui, j'ai vécu le Jumanji IRL, hein, comme on dit. D'ailleurs, la personne qui a lancé la partie, elle aurait pu nous inviter, ça aurait été sympa. N'empêche que, pareil, j'ai joué à Robocop toute la semaine et à Alan Wake 2, donc voilà. Donc j'ai passé beaucoup de temps dessus et c'est très très cool. Je vous dirai, je vous en donnerai bientôt des nouvelles, en tout cas. J'ai rien fait d'autre parce que c'est pas mal. Oblige, grosse période, hein, donc il y a de quoi s'occuper. En attendant, au niveau du sommaire, qu'est-ce qu'on a préparé de beau pour nos fidèles auditeurs ? Alors, on va parler d'Xbox. On aime bien en ce moment, il y a pas mal d'actu Xbox, donc on continue sur notre lancée. Après, on va parler de The Day Before, un jeu qui fait parler un petit peu de lui en ce moment et on verra ce que ça en dit. Après, on va parler des Chevaliers des Arts et des Lettres. On est sérieux, nous, dans la taverne, on parle de choses comme ça. Mais vous verrez, c'est sur un grand nom du jeu vidéo qui va être décoré. Et c'est leur moment, donc Remedy. Tu vas parler aussi de Remedy sur Control et Max Payne. Ensuite, Spider-Man 2. Le jeu événement de la fin d'année et on enchaîne sur un sujet hors sujet qui va toucher un peu la fibre nostalgique de nos auditeurs avec un jeu de société qui s'appelle HeroQuest pour ceux qui connaissent. Sacré programme, donc attachez vos ceintures et puis c'est parti. Donc oui, on va parler d'Xbox, comme je disais en introduction, sur un sujet pas forcément très glamour, mais je pense que c'est important d'en parler. C'est une annonce au 12 novembre 2023, donc c'est dans quelques jours. Xbox, un peu à la surprise générale, hein, on verra la façon de communiquer, mais une partie des accessoires non officiels d'Xbox ne seront plus compatibles, ne fonctionneront plus. Il y aura un message d'erreur simplement quand quand l'accessoire sera connecté à la console. Pas trop d'inquiétude quand même parce que les accessoires qui ont le label Xbox, ils sont labellisés, donc on pense à des grandes marques comme Asus, Acer, Seagate, Big Ben, les très grosses marques connues vont payer la licence, on va payer déjà une licence pour que ce soit un accessoire officiel Xbox et ceux-là continueront à fonctionner, donc pas trop d'inquiétude, mais c'est plutôt sur les accessoires bas de marché en fait, qui sont des marques un peu plus obscures. AliExpress. Ouais, voilà, c'est ce genre d'accessoires là qui risquent de ne plus fonctionner du tout. Donc la raison évoquée par Microsoft et Xbox qui à mon sens peut-être légitime, c'est pour limiter les cas de triche. Donc on pense aux manettes qui peuvent faire plus un mode turbo comme on avait à l'époque, qui permettent de mâcher des boutons très très vite, ou ce genre de choses. Ils peuvent spammer les boutons. Ouais, sur les FPS où ça peut donner des avantages. Tous ces accessoires qui pourront donner un avantage aux joueurs in-game, et surtout ils disent que c'est pour des raisons de sécurité.
Après, moi, là où je trouve, il faut encore avoir quelques détails parce qu'il parle de accessoires au sens large et j'ai pas réussi à trouver l'information si les casques seraient concernés, si d'autres périphériques, parce que là, c'est vrai que tout le côté triche ne tiendrait plus la route en termes d'arguments. Donc, il continue à parler d'accessoires. Donc, c'est vrai que c'est pour ça, ça reste à prendre avec des pincettes. Attendons de voir le fin mot de l'histoire. Mais il y a quand même 2 communautés qui ont réagi. Principalement sur les réseaux, c'est la communauté des joueurs de combat parce qu'ils mettent des petites extensions à leur manette qui permet de connecter des petites des manettes d'arcade, des sticks et tout. Oui. Donc eux potentiellement seraient impactés et aussi les personnes en situation de handicap. Certains ont évoqué le fait que ça pouvait les gêner. Donc à voir. En tout cas, ce que je trouve moi juste dommage, c'est la façon de communiquer qui a été un petit peu abrupte sur les réseaux parce qu'une personne avait déjà rencontré ce message d'erreur et aussi le fait que là on touche à une frange d'accessoires qui est très peu chère, donc plutôt des joueurs en plus qui sont pas très aisés à la base et qui s'achètent du matériel qui est pas performant mais qui est aussi très peu coûteux quoi. C'est ça où ça peut être gênant. Ouais, c'est ça, je t'avoue, qui me fait chier. Après, lutter contre la triche entre guillemets, ça peut être louable. Oui. Après, tout le monde n'a pas un gros budget. Une manette, ça vaut quand même 60 balles. Tout le monde peut pas se permettre de payer ça. Ça peut être un deuxième paddle pour un enfant, par exemple. Et là, tout de suite, ça impactera directement le consommateur, encore une fois. Tu parlais des personnes en situation de handicap, mais moi, je connais des personnes qui ont customisé leur manette justement pour s'adapter à leur handicap, en fait. Là, tu vois. Sauf qu'ils pouvaient pas customiser une manette officielle, parce que les manettes officielles, elles sont trop verrouillées. Du coup, ils ont des manettes génériques, on va dire. Eux, comment ça va se passer ? Ils vont être bloqués ou... je trouve que c'est quand même un bad mood et c'est pas le bon message qu'envoie Microsoft. À la base, Microsoft dit qu'il veut regrouper tous les joueurs, quels que soient les horizons et tout. Mais là, j'ai l'impression que ils font quand même un sacré rétropédalage, quoi. Ouais, c'est dommage, ça va pas dans le sens où on imagine du consommateur, encore une fois, le moins aisé possible. Même Sony n'a pas osé faire ça quand même. C'est pour dire que à quel point le marqueur est fort côté Xbox. Mais c'est ça que j'aime un peu moins aussi sur leur matériel, c'est qu'ils tendent à verrouiller beaucoup les formats. Même leur SSD, tu sais, l'extension de SSD à Xbox, c'est qu'un format propriétaire qui coûte 1 Tera, on est à 250 €. Alors que maintenant, les SSD, ça coûte très peu cher. Une PS5, on peut l'upgrader à 1 Tera ou même 2 pour franchement 150 €. Donc tu vois, ils sont en train de verrouiller de plus en plus. Donc ok pour le côté sécuritaire, mais ça peut être gênant vraiment quand même pour le consommateur. Oui, pour moi c'est quand même un gros carton rouge là. Je décerne le carton, ça y est. Carton rouge du podcast. Après plusieurs reports, le jeu de survie The Day Before ne sortira pas le 10 novembre comme prévu. Le studio Fantastic a annoncé que le jeu serait disponible en accès anticipé en décembre et qu'il faudra attendre 2024 pour la version finale. Les développeurs ont profité de cette annonce pour dévoiler, comme promis, une courte vidéo qui présente ce que propose l'expérience The Day Before. C'est donc un MMO post-apocalyptique en monde ouvert qui a eu la plèbe à une époque. Beaucoup de gens ont salué un petit peu cette expérience qui s'annonçait comme incroyable. C'est censé se situer sur la côte est des États-Unis après une pandémie dévastatrice et finalement cet accès anticipé du 7 décembre donc sera bien sûr disponible que sur PC mais ne sera pas, ça ne sera pas le jeu finalisé, encore une fois, quoi. Le jeu a montré peu d'informations de gameplay, ce qui est quand même très très alarmant, et semble avoir baissé ses ambitions graphiques depuis son annonce. Très avare en informations tangibles, à propos de son titre, Fantastic avait présenté une vidéo de gameplay en février, je sais pas si tu te souviens, dans laquelle on voyait... Ouais, on voyait finalement pas grand-chose, si ce n'était qu'un personnage déambulant dans des environnements assez vides. Donc le jeu semble quand même, malgré tout, avoir reçu un sérieux downgrade graphique, malgré le moteur Unreal Engine 5. Et moi je pense que on n'a pas fini d'entendre parler de ce jeu. Entre le downgrade graphique, on a vu très très peu d'images de gameplay. Là sur la vidéo, ce qu'on a vu c'était surtout la présentation du personnage, le système de création. On a vu quelques phases de shoot vite fait, et après c'était vraiment du décor. Et vraiment ça pue quoi. Et le principe d'accès anticipé qui n'avait jamais été annoncé jusque là, en fait, pareil, c'est encore un signal d'alarme assez fort. Donc bon, un jeu que j'attendais beaucoup, je suis très très refroidi, je t'avoue, je peux me tromper encore une fois, mais généralement quand on montre rien juste avant une sortie, c'est qu'il n'y a rien à montrer en fait. Ouais, je partage ton point de vue, c'est un peu flippant.
Surtout que l'accès anticipé en décembre, c'est certainement pour faire rentrer de l'argent, un peu de cash, pour amortir certainement ce que le jeu final sera. Mais moi d'habitude les reports, je les vois plutôt d'un bon oeil parce qu'il y en a marre des jeux qui sortent cassés et faut attendre des matchs pour jouer à un jeu correct. Mais là c'est vrai que sur un MMO comme ça, c'est jamais bon signe. Surtout que le principe était plutôt prometteur. Je pense qu'ils trouveront leur public. On est, je pense, sur la DA entre du The Last of Us et du Fallout, un peu dans l'idée, je crois, Kira, de ce que j'avais en mémoire. Et pour ça donnait envie. Donc j'espère quand même que le jeu sortira et dans de bonnes conditions, parce qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa avec cet univers. C'est ça, on était sur une sorte un mix entre The Walking Dead et State of Decay, mais en massivement multijoueur, donc ce qui peut quand même être très très cool. Et c'est vrai que ça avait l'air très très beau sur les premières vidéos, mais bon, le jeu a quand même eu beaucoup de galères de développement. Ils ont changé plusieurs fois de moteur graphique, de mémoire ça doit être 3 fois. Là ils sont passés sur Unreal 5, donc c'est vrai qu'il paraît que le moteur d'Epic est un moteur qui est plus facile à coder que ses ancêtres. On peut voir de très belles choses, hein. Là, en ce moment j'essaye Robocop, c'est un jeu AA à petit budget, mais graphiquement quand même c'est très très propre, donc je me dis pourquoi pas, mais là quand même ça schlingue. Bon, pour continuer ce sujet un petit peu original, je voulais en parler parce que c'est vrai qu'on parle pas trop de ces sujets d'habitude dans la taverne, donc c'est les décorations des chevaliers des arts et des lettres, donc qui va être décerné à une personnalité éminemment connue du monde du jeu vidéo, surtout chez Nintendo, côté Nintendo. Donc juste cette récompense, ce titre honorifique, c'est géré par le ministère de la Culture et c'est pour distinguer les personnes de par leur création dans le domaine artistique ou littéraire, ou pour leur contribution qui ont fait rayonner une œuvre à travers le monde, en fait. D'accord. Pour la définition un petit peu littérale de ce qu'est cette récompense. C'est un titre important quand même, il n'y en a pas tant que ça. Je crois que des chevaliers des arts et des lettres, ils doivent être 400 ou 500, quelque chose comme ça. Après, il y a plusieurs grades. Il y a officier et commandeur, après, il me semble. Et cette personnalité, c'est Eiji Aonuma, donc très très connu dans le monde, dans la sphère Nintendo, mais surtout dans la sphère Zelda. Donc c'est une personne qui a été qui a commencé d'abord dans le département recherche et développement de Nintendo, donc il y a très longtemps, et il a été sollicité par Shigeru Miyamoto pour travailler sur The Legend of Zelda Ocarina of Time, que tu adores, Kira. Que j'adore, tout à fait. Et depuis, c'est l'ascension, il a fait quasiment tous les Zelda en tant que co-réalisateur, superviseur, producteur, enfin bref, il a eu plusieurs postes dans les Zelda, jusqu'au dernier, jusqu'à Tears of the Kingdom. Donc vraiment un taulier, un ponte. Et donc pour toute cette œuvre et toute cette contribution, il a obtenu cette distinction, sachant qu'il y a déjà d'autres grands noms du jeu vidéo qui les ont obtenus. Donc j'en ai noté quelques-uns, dont Shigeru Miyamoto qui l'a eu. Ça c'est normal. Shigeru Miyamoto, c'est une des personnalités les plus connues. Il y a eu Michel Ancel, à qui on doit Rayman. Moi, dès que j'entends Michel Ancel, je pense à Rayman. Beyond Good and Evil. Oui, tout à fait. Il y a eu Frédéric Reynal, qui a fait lui Alone in the Dark, Little Big Adventure, qui a été un énorme carton. Il y a eu 3 femmes aussi qui ont eu cette récompense. C'était Roselyne Bachelot qui leur avait donné. C'était Marie Blondiot, Rebecca Coutaz et Céline Tricard. Donc j'avais regardé un peu leur parcours. Certaines ont travaillé chez Ubisoft, d'autres avaient leur studio. Aussi elles avaient fait des œuvres créatives entre la réalité virtuelle, le jeu vidéo, un mélange de différents médias, enfin des personnes très talentueuses. Oui, des personnes reconnues. Voilà, des personnes reconnues dans leur milieu, donc c'est chouette. C'est bien de voir ce genre de récompenses distribuées. C'est une façon, évidemment pour les politiques, de récupérer un peu d'électorat gaming, ça c'est évident, mais aussi ça permet de hisser le jeu vidéo au rang d'art, parce que souvent les personnes qui ont cette distinction, c'est des chanteurs, des poètes, des écrivains, des artistes, autres que le jeu vidéo, donc là ça met cette scène en avant, c'est chouette. C'est ça, parce que le jeu vidéo, faut encore même si ça a beaucoup changé, mais c'est encore sous-considéré malheureusement. Pour beaucoup de gens, quoi, tu joues à des jeux vidéo, mais t'as quel âge, voilà. Je l'entends encore, et c'est vrai que ces vieilles paternes ont la vie dure, comme on dit. Et c'est vrai que pouvoir récompenser des talents comme ça aussi prestigieux, parce qu'encore une fois, les personnes que tu as citées, pour beaucoup, ont été des pionniers dans le jeu vidéo, et ont tous créé quelque chose et apporté leur pierre à l'édifice. Et quoi de plus intéressant que d'avoir une aussi belle récompense. Ouais, je trouve ça très bien. Moi, je suis content en tout cas de voir le jeu vidéo
considéré comme un art parce que c'est un art qui est incroyable. Il y a de tout, il y a de la musique, il y a de l'histoire. Enfin, voilà, c'est très très complet comme art. Oui, joue un Shadow of the Colossus, un Journée. Pour des gens, c'est à milieu de ce qu'ils s'imaginent du jeu vidéo. En fait, il n'y a pas que de la violence. Ouais, c'est vrai. On va parler un petit peu de Control 2 et du remake de Max Payne 1 et 2. Donc Remedy, studio que j'affectionne tout particulièrement bien sûr, a partagé le bilan de son 3e trimestre de l'année fiscale 2023. Et bon, je vais pas vous faire tout le bilan parce qu'après les chiffres ça peut être toujours un petit peu pompeux, mais quand même, la suite de Control, le fameux jeu sorti en 2019, est encore loin d'être terminé. Le studio travaille actuellement à valider la phase de concept de Control 2 qui doit encore être approuvé sur certains éléments clés. L'équipe de développement serait ensuite renforcée dans les prochains trimestres et pour les gens qui ne le savent pas, la phase de concept en fait tout simplement c'est voir quelle sera la direction du jeu. C'est-à-dire ils n'ont pas encore commencé à coder, ils n'ont pas encore commencé à travailler sur le titre, là ils sont encore sur la phase préparatoire, donc c'est tout ce qui est storyboard, tout ce qui est artwork, la direction artistique, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans le gameplay, donc on est vraiment sur le début de la production. Ensuite, ils ont parlé du remake des 2 premiers opus de la série Max Payne. Donc les jeux sont actuellement en phase de pré-production, ce qui signifie qu'ils sont en train de définir les aspects techniques, narratifs du projet. Le studio se dit exceptionnellement bien organisé et promet de respecter l'esprit des jeux originaux tout en les modernisant. Ces projets ambitieux utiliseront le moteur Northlight du studio qui clairement fait encore des miracles sur Max Payne 2, sur Alan Wake 2, c'est juste incroyable. Sur plein de moments, j'ai la bouche ouverte, c'est vraiment c'est vraiment une belle claque en tout cas. Les jeux seront disponibles sur Xbox Series XS, PS5 et PC grâce à un accord avec Rockstar, le créateur original de la série. Remedy promet de nous faire revivre les aventures du détective déchu avec des graphismes et un gameplay modernisé. Il parle également de se rapprocher de ce qu'ils avaient fait dans Control au niveau du dynamisme, ce qui serait quand même très très intéressant sur l'univers de Max Payne. Pour finir, Remedy travaille également sur d'autres jeux que les remakes de Max Payne. Le studio a donné des nouvelles du fameux projet Condor, un jeu multijoueur dérivé de Control, développé en partenariat avec 505 Games. Le but est de créer une expérience qui fidélisera les joueurs pendant des années. Condor est actuellement en phase de pré-production avancée, donc il est plus loin que Max Payne, on va dire, ou plus proche de notre sortie si tu préfères. En tout cas, voilà, ils ont des gros projets. Là où je me questionnais un petit peu, c'est que tous ces projets donc sont encore en début de production, et c'est vrai qu'ils ont tout donné sur Alan Wake 2, mais en attendant, voilà, on a un beau gâteau à manger en ce moment, et puis j'ai hâte d'avoir la suite des desserts en tout cas. Ouais, bah écoute, je vais t'étonner, mais moi ça m'inquiète un peu parce que c'est un studio, je trouve, qui est bourré de talent, mais vraiment de ouf. Ils savent faire des choses, des univers incroyables, mais j'ai toujours trouvé qu'ils avaient tendance à s'éparpiller. Là, j'ai fini Alan Wake Remaster, j'en ferai une chronique bientôt. Les DLC, je les ai vraiment pas trouvés ouf. Sur Control, j'étais pas fan des DLC non plus. Sur Control, il y a des choses qui étaient géniales, mais des choses qui étaient moins bien. Enfin, je pense que il faut qu'ils arrivent à se recentrer sur l'essentiel parfois dans leur jeu. Donc là, quand je vois Control de Max Payne 1 et 2, bon, c'est du remake, ça doit être plus facile. Ils ont annoncé des DLC aussi, je crois, pour Alan Wake 2 et du contenu qui va arriver. Enfin, tu vois, ça me paraît une tâche colossale. Mais après, voilà, je pense que c'est des équipes ultra talentueuses. Mais je demande à voir. Tu vois, moi, ça me rassure pas forcément. Les DLC, on peut dire que les DLC d'Alan Wake sont déjà même quasiment terminés, à mon avis. Oui, tu penses ? Parce qu'ils vont sortir dans quelques mois, donc ça va être très très rapide. Ils ont déjà commencé à communiquer sur le premier, tu vois. Donc là-dessus, ça m'inquiète pas. Après, comme tu dis, c'est vrai que Max Payne 1 et 2 restent des remakes. Moi, j'espère une compile avec les deux. Ça serait vraiment top. En tout cas, c'est un gros budget, mais Remedy a cette particularité d'avoir toujours un petit décalage sur certaines choses, que ce soit dans le gameplay ou que ce soit dans leur histoire, c'est toujours ce petit côté original en fait. Et c'est vrai que certaines choses sur lesquelles on peut pester dans certains jeux, comme le premier Alan Wake ou même dans Control en fait, bah avec le recul c'est un peu ce qui fait le charme du jeu en fait, parce que c'est pas des choses qu'on va retrouver partout et ça permet aussi de s'immerger d'une manière différente dans le jeu. Un jeu, c'est vrai que le but c'est que ce soit fun et que ce soit cool à jouer, mais des fois un moment difficile, un moment relou, ça fait aussi partie de l'expérience du jeu en fait. Je comprends l'argument et puis après je te dis, je doute pas vraiment du talent de ce qu'ils ont à proposer. C'est juste que je pense qu'il faut pas qu'ils s'éparpillent quoi. Mais oui, c'est clair. Mais voilà, on leur laisse le bénéfice du doute et c'est un studio qui est magnifique, donc moi j'ai pas
c'est des petites inquiétudes. Évidemment, j'ai hâte et Alan Wake 2, j'ai trop envie de le faire. Ainsi se conclut la partie news. Donc là maintenant on va passer au gros morceau, le gros morceau donc de cette fin d'année, mais aussi le gros morceau de cette émission qui est Marvel Spider-Man 2, qui est sorti sur PlayStation 5. Voilà, tout à fait. Vous avez un petit morceau de musique qui va arriver pour vous mettre en ambiance, et puis je vous reprends tout de suite. Spider-Man 2, la suite tant attendue du jeu à succès de Insomniac Games, qui nous plonge dans les aventures de Peter Parker et Miles Morales, deux jeunes héros qui doivent protéger New York des menaces de Kraven le chasseur et de Venom. Il est donc sorti le 20 octobre 2023 et c'est une exclue sur PS5. Avant de commencer cette chronique, on va faire une petite mise en contexte. En fait, Spider-Man est un super-héros très populaire auprès de la génération, enfin même de toutes les générations, si je puis dire, et qui s'amuse à être un héros malgré les tragédies qu'il a vécues. Il fait des blagues et profite de ses pouvoirs, ce qui les rend attachants. Il est sympathique, c'est un héros proche du public, car il a des problèmes quotidiens comme tout le monde. Il doit concilier sa vie de super-héros avec ses études, son travail, sa famille ou ses amours. Il est facile de s'identifier à lui et de comprendre ses dilemmes, même si mon personnage préféré chez DC Comics reste Batman, c'est clair. Chez Marvel, c'est Wolverine. Mais ça reste Batman, mais Spider-Man a vraiment tous les atouts pour être un personnage fort. Tout le monde s'identifie à Spider-Man, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, parce que tout le monde est passé par ce qu'il a vécu, en fait. Il possède en plus l'un des univers les plus riches et variés. Il a de nombreux ennemis, alliés, il a des versions alternatives. Coucou Spider-Verse, les deux Spider-Verse d'ailleurs qui sont sortis il y a pas longtemps. Voilà. C'est une très grande année pour Spider-Man. On a eu Across the Spider-Verse qui était incroyable, et là on a Spider-Man 2, enfin, c'est vraiment très cool. Mais j'ai l'impression que tout le monde aime Spider-Man, c'est fou. Hein. Mais c'est ça en fait, tout le monde aime Spider-Man, et même les gens qui ne sont pas spécialement attachés au personnage en fait vont quand même y trouver leur compte, car la thématique est suffisamment universelle et ça peut être suffisamment dark par moment pour plaire. Tout à fait. Oui, c'est un gars sympa, on a envie d'être pote avec lui quoi. Même le public féminin l'adore. Et du coup, ça en fait un personnage facilement adaptable dans le média que nous chérissons tous, bien sûr, et c'est aussi une garantie de succès, clairement. Donc forcément, Sony ayant les droits de Marvel Spider-Man, ils ont fait un premier qui a cartonné, ils ont fait un standalone avec Miles Morales qui s'est très très bien vendu également, et donc là c'était l'occasion de capitaliser en tout cas sur leur succès. La question c'est, est-ce que Spider-Man 2 était à la hauteur des attentes ? Ah, grosse question. Bon, je vais répondre direct, Ça va être très simple. La réponse est un grand oui. Tout d'abord, le jeu impressionne par sa direction artistique. Le titre exploite pleinement les capacités techniques de la console, notamment le SSD magique ou la DualSense. New York est plus vivant que jamais, avec des détails assez saisissants, des effets de lumière et d'ombre et une modélisation des personnages et des environnements très soignés. Néanmoins, je n'ai pas ressenti la claque graphique. C'est pour moi à peine plus beau que le remake du premier, C'est très joli, c'est très fluide, mais j'ai pas eu cette grosse claque next-gen. Ça, c'est mon premier point négatif. Le jeu propose 3 modes graphiques. Donc il y a le mode performance, fidélité et le mode 120 fps. Le mode performance offre une fluidité à 60 images par seconde avec un rendu dynamique en 4K et un poil de ray tracing, c'est très léger. On va avoir le mode fidélité qui va privilégier la qualité visuelle avec une résolution fixe, 4K, du ray tracing à fond les ballons et du 30 fps. Et à côté de ça, le fameux mode 120 fps qui lui sera dénué de ray tracing. Il sera toujours en 4K mais fonctionnera en 25 images par seconde. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les types d'installations en tout cas. Quel que soit le mode choisi, le jeu offre un spectacle visuel époustouflant grâce notamment à sa mise en scène et à l'absence de temps de chargement. Le jeu étend la carte de New York en ajoutant de nouveaux quartiers comme le Bronx, Brooklyn ou le Queens. Certains quartiers perdent en verticalité, mais le jeu a trouvé une pirouette pour ça. Le jeu offre également plus de diversité sur les environnements. Ensuite, le jeu séduit par son gameplay en fait. Et c'est vraiment, le gameplay est au service de l'environnement. C'est très important. C'est ce que je disais tout à l'heure, certains
certains coins de New York en fait ont perdu en verticalité, mais à côté la balance ça va être un petit peu plus compliqué, tu vois, de se balader avec ses toiles ou quoi que ce soit. Donc ils ont trouvé le système un petit peu de wingsuit en fait, où Peter ou Miles vont déployer des toiles sous leurs bras qui leur permettront de planer sur une certaine distance. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on pourra upgrader cette technique et on a vraiment cette sensation d'être encore plus libre dans cette si gigantesque ville, en tout cas. C'est un système de déplacement jouissif avec une sensation de liberté et de vitesse incomparable. Le jeu, j'en veux pour preuve que j'ai comparé avec Morales, c'est-à-dire j'ai réinstallé Miles Morales pour vérifier et le jeu est tellement plus rapide à côté, c'est vraiment amazing, tu vois, c'est vraiment ouf. Ah, excellent. On se prend facilement pour Spider-Man en se balançant entre les gratte-ciel, en faisant des acrobaties, en utilisant la fameuse wingsuit qui permet de s'éjecter, de planer, de faire des espèces de looping, on va dire, que tu peux alterner avec la balance au bon moment, de t'accrocher sur les rebords. Enfin, on a vraiment une possibilité de gérer son Spider-Man comme on l'entend. J'ai un ami qui a testé un petit peu, je voyais la façon dont il jouait en fait et on fonctionnait pas du tout de la même manière. Moi j'aimais bien m'éjecter, planer, m'accrocher, rebondir, repartir et lui au contraire il avançait de façon beaucoup plus traditionnelle en fait. Avec ses toiles, ouais. Voilà, chacun en trouve pour son compte en fait si tu veux. Donc ça reste fun, fluide, c'est grisant d'alterner en plus entre la balance et le vol et c'est quelque chose qui m'a énormément plu lors de cette session de jeu, on va dire. Le système de combat est également très réussi avec une variété d'ennemis. Bon, variété d'ennemis, pas trop quand même. On va dire, je vais revenir un petit peu là-dessus, c'est qu'on a plusieurs styles d'ennemis, mais les ennemis se ressemblent un peu tous. Ça, c'est dommage. En revanche, il y a une certaine variété dans l'appréhension de ces ennemis, en fait. Donc, grâce à ça, on peut utiliser nos combos, nos coups spéciaux. Il y a des finishers qui sont assez impressionnants. On va dire que rien de bien nouveau en soi, on reste très proche du gameplay du premier, mais certaines subtilités sont quand même à souligner. Le système de combat reste un petit peu comme celui des Batman Arkham, je sais pas si tu vois, ou même le premier, on a un système de free flow, en fait, on va devoir esquiver les ennemis au bon moment et pouvoir donc soit lui lancer un coup, soit utiliser un gadget, ou même tout simplement utiliser une compétence spéciale. Mais maintenant, ils ont rajouté une nouvelle petite feature, c'est qu'on peut faire des parades avec la touche R1. C'est assez permissif, mais ça permet de donner une sensation de résistance supérieure à nos personnages. Ça le rapproche du coup beaucoup plus de Batman Arkham, en tout cas, mais on a aussi cette sensation que Spider-Man est beaucoup plus résistant, en fait. C'est vrai que quand tu regardes Spider-Man... Il encaisse, quoi. Voilà, tu regardes Spider-Man, que ce soit un film, le mec il t'arrête un bus à main nue, quand il y a un train qui avance, il peut l'arrêter directement avec ses toiles et tout, et donc bon, de voir qu'il ne pouvait pas bloquer des coups de simples bandits, en fait, c'était aberrant. Voilà, c'était un peu ridicule, moi ça me sortait de l'expérience. Maintenant, non seulement on peut le faire, mais en plus on peut faire un contre-coup directement, en fait, ce qui permettra d'assommer son ennemi, et si on le gère bien au niveau timing, on a vraiment cette sensation d'être un vrai super-héros, en fait. C'est agréable, ça, hein ? C'est très agréable et c'est ce qui m'a vraiment plu en fait, parce que encore une fois dans ce genre de jeu moi j'aime bien être un bourrin, donc c'est-à-dire je vais faire une parade, je vais remettre un coup à l'ennemi, je vais bondir, je vais en attraper un autre et ainsi de suite en fait, et donc du coup j'avais vraiment cette sensation d'être un prédateur. Est-ce que tu as l'effet qu'on déteste tous les deux dans ces jeux-là de sac à PV, tu sais, où les ennemis tu les tapes 10 fois alors que t'es un super-héros, normalement une claque devrait suffire. Est-ce que t'as ce côté-là ou ça va ? Alors pas du tout, on va dire que ça va, parce que les ennemis, il leur faut quand même 3-4 coups pour pouvoir les avoir, alors que objectivement, en un seul coup, ils pourraient les péter, direct. Mais on n'est pas non plus sur un système de light RPG, tu vois, où les ennemis vont avoir une barre de vie interminable et que ça va être compliqué. Très bien. Là non, on a vraiment le système, tu vas avoir tes ennemis autour de toi, certains tu peux les avoir en one shot si t'as suffisamment monté ta barre de combo. Parce qu'au fur et à mesure des coups et des esquives que tu vas faire, tu vas monter ta barre de combo, et une fois qu'elle est chargée, tu peux soit éclater un ennemi du premier coup, soit tu peux te soigner, soit ça te permet de déclencher un autre pouvoir, et c'est à toi d'alterner en fait en fonction de ce que tu veux faire, en fonction de ce que tu dois faire. Ok, bon, c'est un bon point. La grosse nouveauté, c'est que nous pouvons alterner entre Peter et Miles, qui ont chacun leur propre capacité. Peter peut utiliser le costume à pattes d'araignée en début de partie, tu sais, les fameuses pattes qui peuvent sortir de son dos directement pour pouvoir se battre, ou même le symbiote par la suite, c'est pas un spoil, vous l'avez vu partout, le costume de Venom est là, ce qui permet d'augmenter sa force et sa résistance, et là-dessus c'est quand même un sans faute, car le costume symbiotique qui décuple la puissance de notre tisseur est vraiment jouissive.
Le costume, déjà, je le trouvais dégueulasse. Je sais pas si tu t'en souviens. Je le trouvais un peu moche avec sa texture un peu baveuse et tout. Je trouvais que ça faisait T'aimais pas le trailer? Ouais, je me rappelle. En fait, ça te donne pas envie de faire confiance à Spider-Man quand tu vois un mec qui se balade avec un truc aussi liquide et visqueux sur lui, tu vois. Mais ce costume dégueulasse a un sens au final et évolue au fur et à mesure de l'aventure. Et j'admets qu'en fait, son rendu est vraiment top. Le costume change à chaque fois que Peter perd le contrôle et c'est vraiment un sacré panard, tu vois. Il y a des moments, tu vas voir par exemple Peter s'énerver et ses yeux, les yeux du costume vont se transformer comme si c'était les yeux de Venom. Un peu maléfique, j'aime bien ça. Ouais, c'est ça, donc t'as vraiment cette sensation. De son côté, Miles, lui, peut utiliser ses pouvoirs électriques et d'invisibilité. C'est pratique lors des phases d'infiltration, de résolution d'énigmes ou d'exploration. J'aime beaucoup le personnage de Miles, sa personnalité, ses dilemmes, sa quête de reconnaissance auprès de Peter est intéressante et à aucun moment j'ai senti la lassitude lors des changements de personnages imposés par le scénar. Les deux personnages sont tout autant intéressants à jouer et tout autant charismatiques, on va dire. Je regrette toutefois que le gameplay soit trop proche, tu vois, entre les deux personnages, ce qui nuit à la personnalisation et aux spécificités de nos deux araignées. Pour donner un exemple, nous disposons de 3 arbres de compétences, un pour Peter, l'autre pour Miles, et un arbre en commun, en fait. L'arbre en commun, c'est le plus gros arbre de compétences, et donc toutes leurs features qu'ils vont avoir sont regroupées dans cet arbre-là. Une fois que tu alternes sur les deux autres, l'arbre va être fait de la même manière, si tu veux, mais tu vas avoir par exemple les pouvoirs symbiotiques de Peter d'une partie, et de l'autre côté tu vas avoir les pouvoirs électriques de Miles. Le seul souci, c'est qu'ils s'utilisent de la même manière, en fait. Et il y a certains moments, j'avais plus l'impression de jouer avec un skin de l'autre Spider-Man qu'il ait vraiment sa propre personnalité. Même si ça reste très cool, quand tu débloques les pouvoirs électriques, t'as l'impression d'être l'empereur dans Star Wars, tu balances une charge sur ton ennemi, ça rend très très cool aussi, tu vois. Mais j'aurais aimé vraiment qu'on ait 2 araignées différentes pour 2 approches différentes, tu vois. Le principe d'avoir Miles Morales qui peut se mettre en invisible, tu peux te dire c'est très très cool pour les phases d'infiltration, c'est vrai, mais au final ça change pas grand chose parce que tu te pointes avec Peter, même si t'as pas l'invisibilité, tu peux aussi être très très doué en infiltration. Tu sens pas de réelles difficultés et donc du coup après tu joues en fonction de ton affect avec le perso. Le jeu est très accessible et je n'ai pas eu de réelles difficultés pour le finir. Il y a 2 boss qui sont plus difficiles quand même, surtout le dernier boss en tout cas, mais c'est pas non plus insurmontable. C'est ça. Le jeu par contre convainc par son scénario. L'histoire est passionnante avec des rebondissements, des émotions et des surprises. Certaines libertés ont été prises avec le lore. Mais encore une fois, j'admets, je me suis trompé et quand j'ai tiqué sur certaines choses, j'ai vite changé mon fusil d'épaule. Je ne dirai rien pour pas spoiler, mais j'ai été conquis quand même par ce qu'on me racontait. Les personnages sont attachants avec une bonne dose d'humour et de drame. J'apprécie également les changements physiques comme psychologiques opérés sur le personnage de MJ, qui est moins insupportable que dans le premier. Et ces scènes d'infiltration, je les ai trouvées assez cool en fait et assez fun à jouer. Et ça contraste encore une fois beaucoup avec son traitement lors du premier jeu, tu vois. Rappelle-toi, dans le premier, elle était tout le temps... Tu te rappelles quand on a rompu, toutes les 10 secondes, elle était en train de... Elle était un peu relou, ouais. En fait, là, non, j'ai trouvé que leur relation était belle et que c'était quand même très profond sur pas mal de choses et j'y ai cru. Et ça reste encore une fois, on a des personnages en pixels et donc pouvoir te faire croire à quelque chose comme ça, c'est quand même assez fort. J'admets que là-dessus, Insomniac Games, ils sont balèzes. Bon, après, tout ceci ne serait pas possible sans des dialogues bien écrits et surtout bien doublés. On retrouve Donald Renew en VF, qui est impeccable comme d'hab dans le rôle de Peter Parker. On le sent vraiment possédé par le rôle, il kiffe ce rôle. Et quand il devient le symbiote, c'est pareil. Lors d'une interview, il dit qu'il n'a pas pu parler pendant 2 semaines après avoir enregistré les passages symbiotiques. Je le comprends, clairement, c'était vraiment incroyable. Petite nouveauté, le comédien qui double Miles Morales n'est plus le même. Donc il s'appelle Grégory Lerigab et il est vraiment très très bon. Ça n'a rien à voir avec le doublage inégal du standalone, on ressent vraiment un panel d'émotions très grand. C'est une grande justesse aussi dans son interprétation, et pareil, je sens qu'il a kiffé le personnage et qu'il a pris un gros panard en fait. Et ça le rend encore plus intéressant, et le personnage de Miles est encore plus touchant grâce à son interprétation, donc big up si jamais il nous écoute un jour. Aucun doute là-dessus. Aucun doute. Les cinématiques également sont mieux fichues que certains films du MCU, tu vois. Il y a des scènes d'action époustouflantes, des moments plus intimistes, mais à chaque fois c'est toujours très très bien dosé et il y a toujours cette sensation de regarder un film
un film interactif en fait. Et ça, encore une fois, c'est super chaud pour un jeu en monde ouvert et un jeu avec où tu peux partir comme tu veux, faire des quêtes. Là, t'as toujours cette sensation d'être accroché. Et ça, c'est vraiment ouf. C'est aussi grâce à des méchants charismatiques. Mention spéciale pour Kraven le chasseur, qui est bien flippant. C'est un adversaire redoutable, complexe, bourré de charisme. Bon, je regrette quand même un truc. C'est la transformation de ce guerrier solitaire en chef de meute qui vient avec ses 1000 hommes qui déboulent sur New York. Faut bien remplir la ville, mais bon, c'est vrai que le gars, il arrive, tu dis, c'est un petit pays quand même qui est en train d'investir New York. Ouais. Le jeu rend également hommage à l'univers de Spider-Man et à Marvel en général, avec de nombreux easter eggs que je ne vais pas vous spoiler également, mais si vous êtes attentif et que vous regardez un petit peu partout, vous allez trouver des choses vraiment très très cool. Niveau mission secondaire, nous sommes sur du classique, des défis, des collectibles, des costumes à débloquer, malheureusement, certains avec un design plus douteux que d'autres. Big up aux capuches immondes, la personne qui nous écoute et que j'embrasse comprendra en tout cas. Le jeu se montre assez répétitif sur ce point, avec des missions secondaires qui se ressemblent beaucoup et des défis qui manquent de variété. Nous retrouvons les alertes aléatoires dans New York, comme dans les 2 premiers jeux, mais entre les courses-poursuites en voiture, les prises d'otages, les agressions, c'est quand même assez rébarbatif, je te l'avoue. Il y a 2 histoires secondaires en revanche qui sont plus scénarisées, qui font bien le café, mais ça reste light. Nous sommes loin des ténors comme The Witcher 3, pour citer le patron, tu vois. J'aurais aimé que le jeu propose plus de diversité et de créativité dans ses quêtes annexes, mais à côté de ça, la quête principale est tellement passionnante que moi j'ai dévoré le jeu en 4 jours en fait. Donc je l'ai fini en 25 heures, je suis monté jusqu'au niveau 55, j'ai pas fait toutes les missions de collectibles à la con, mais j'ai déjà fait quasiment toutes les missions secondaires. Bon, les scénarisées je les ai toutes faites, et toutes les alertes aussi je les ai faites également. Donc ça, mais c'est bien cette durée de vie. Il en faut pas plus de nos jours. Il en faut pas plus. Tu verras. Je vais faire mes plus et mes moins. Justement, c'est dedans. Donc au niveau des plus, la direction artistique, les personnages, bien sûr. J'ai mis l'histoire, le gameplay que j'ai trouvé vraiment très très top. J'ai noté ça en met plein la tronche. Donc à vous de l'interpréter comme vous le voulez. Les musiques qui sont vraiment top. Vous l'avez entendu juste avant la chronique. Les dialogues que j'ai trouvé très justes également, et la durée de vie de 24 à 25 heures qui est pour moi très bien si jamais vous prenez un petit peu votre temps. Au niveau des moins, les quêtes secondaires, les collectibles, moi je sais que t'aimes ça, mais moi je déteste ça. Les costumes, certains ce sont vraiment du remplissage. C'est vraiment comment on peut se balader avec ça, c'est juste pas possible en fait. Moi je suis désolé, mais mon perso je veux qu'il ait un peu de style. C'est important. Donc ça, et il y a peu de boss. Malgré des combats très réussis, il y a moins de boss que dans le premier. Ils sont très cool. C'est une bonne ambiance. Ils arrivent un peu trop tardivement à mon goût. Mais voilà, c'est un petit regret que j'aurais aimé avoir des boss en plus. Je vais passer à ma conclusion. Spider-Man 2, c'est donc un jeu exceptionnel, qui fait honneur au personnage de Spider-Man et à la console PS5. C'est un jeu divertissant, immersif et émouvant qui ravira les fans du teaser comme les néophytes. C'est sans aucun doute l'un des meilleurs jeux de super-héros jamais réalisés. Il est dans la lignée des Batman Arkham, si cher à mon cœur. Je recommande bien sûr ce jeu, bien que on le sait, il va se vendre par palette, pour sûr. Le job est fait pour PlayStation et pour Insomnia Games. On en parlait ensemble cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus, d'Insomnia Games. Franchement, c'est un studio. Ils sont ultra compétents. Ils sont vraiment le fer de lance presque pour moi ils ont la même image que Naughty Dog, tu vois, ils font le taf. C'est vraiment un studio très très lourd de PlayStation, et exactement. Avec tout ce que tu dis, je suis ultra confiant pour le Wolverine, tu vois. Et en plus, il peut faire un truc de ouf. Il peut faire un crossover. Enfin, il y a trop de choses à faire. Et pour le Wolverine, ça me met une hype d'enfer. J'ai trop confiance en ce studio. Alors moi aussi, j'attends beaucoup le Wolverine. Ça va leur permettre de changer aussi un petit peu, parce que mine de rien, là, ils ont attaqué 3 Spider-Man en peu de temps, et je pense qu'un nouveau gameplay leur ferait pas de mal. Et c'est un personnage, comme j'ai dit, c'est mon perso préféré chez Marvel, et c'est un personnage que j'ai hâte de pouvoir jouer en tout cas. Mais ils ont également parlé d'un autre jeu qui m'intéresserait beaucoup. Là, en ce moment, ils parlent d'un jeu sur Venom. Donc, est-ce que ce serait un jeu ou une extension, en tout cas? Mais si c'est le cas, je suis super chaud, j'aimerais bien. Peut-être comme Miles Morales, tu vois, un standalone. Ouais, peut-être sinon, un standalone. D'un plus court, mais dans le même esprit. Et puis moi, Insomniac, qu'ils avaient fait le Ratchet & Clank de la PS5, Rift, je sais plus quoi, que j'ai adoré ce jeu. Tu vois, moi, c'est un de mes jeux préférés de la PS5 exclu. Donc vraiment, c'est un studio qui, pour moi, aujourd'hui, est incontournable dans le jeu vidéo. Tu vois, c'est vraiment un très très grand studio.
Le jeu que t'arrêtes pas de me bassiner pour que je le fasse d'ailleurs. Ouais, mais t'attends quoi d'ailleurs pour le faire? On n'arrête pas de te dire, on est nombreux à te dire que c'est trop cool. Mais j'ai pas le temps, il y a des jeux qui sortent toutes les semaines là. J'ai pas le temps de jouer. Enfin si, j'ai le temps de jouer, mais j'ai pas le temps de tout faire. C'est quoi cette année? Ouais, je te jure. Donc ainsi conclut mon test sur Spider-Man 5 qui est sorti Spider-Man 2 qui est sorti sur PlayStation 5. Donc jeu que je vous recommande bien sûr fortement. Donc si vous voulez faire plaisir à Noël aussi, n'hésitez pas, ça peut être un beau cadeau à mettre sous le sapin en tout cas. On va passer sur la partie comptoir des auditeurs. Oui, tout à fait. Donc cette semaine, on invite dans notre taverne notre ami Fab, donc qui en plus il a fait du podcast, il a un compte Twitter, allez-y, hein, c'est Chronique Comics, il est hyper calé en comics, manga, etc. Et il voulait nous parler d'un sujet qui est hyper d'actualité, donc on vous laisse l'écouter et puis nous on réagit dessus juste après. Tavernier Kira, Tavernier Sid, bien le bonjour, comment allez-vous? J'espère bien, en tout cas, de mon côté tout va bien. J'ai trouvé votre proposition de petit message audio très sympa, du coup je rebondis dessus. La première chose, c'est sur l'IA en fait. Moi j'ai un avis un petit peu partagé, dans le sens où c'est un formidable outil, que ce soit au quotidien ou même dans les milieux professionnels, qui peut être adapté au milieu du jeu vidéo. Par contre, il faut que ça reste un outil. Les dérives vont très vite, moi je le vois au taf en ce moment où beaucoup de gens utilisent l'IA à mauvais escient et du coup la nourrissent. Je pense que ça va être pareil au niveau des productions de jeux vidéo, où tout ce qui a été fait en doublage, etc., appartient, je pense, aux éditeurs, et du coup, ils ont une base de données assez importante. Donc à terme, je pense pas que ça puisse remplacer des comédiens de doubleurs ou autres. Par contre, ça peut leur faire gagner du temps pour générer des voix ou des doublages dans lesquels ils n'auraient pas besoin de payer d'acteurs ou d'embaucher d'acteurs. On le sait, les éditeurs, ils veulent faire du bénéfice et embaucher moins d'acteurs, mais avoir des voix et des doublages qui peuvent être générés automatiquement, ça peut les intéresser. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les IA, mais maintenant, elles font partie du quotidien, on les a, il faut faire avec. La seule chose, c'est qu'il faut éduquer les gens et leur apprendre que ça doit rester un outil. Et là où les dérives iront, c'est que l'argent appelle l'argent, les éditeurs voudront en faire un peu plus. J'ose espérer qu'il y aura des sortes de syndicats ou d'assos qui protégeront tout ce qui est doublage ou qui imposeront un petit peu de respecter ça. Donc voilà, pourquoi on a voulu diffuser ce message? Déjà pour remercier un de nos auditeurs les plus fidèles, qui est très sympathique au demeurant, avec qui on partage beaucoup, mais aussi c'est un sujet qu'on a évoqué en podcast, l'intelligence artificielle, et j'aime bien son côté mesuré. Donc, je partage moi complètement son avis. L'intelligence artificielle, c'est un nouvel outil, c'est quelque chose qu'il faut vraiment appréhender, il faut cadrer, mais qui peut faire des choses exceptionnelles, mais qui peut aussi détruire des emplois, comme on l'a vu. Enfin, c'est une révolution, et comme chaque révolution, il faut justement en tirer le meilleur et évidemment réussir à sortir tout ce qui pourrait être néfaste ou négatif. C'est vrai, je le rejoins aussi sur un point, c'est que la partie intelligence artificielle pour certains personnages secondaires ou des choses comme ça peut être intéressant parce que ça peut faire gagner beaucoup de temps. Après, il faut pas que ce soit au détriment des gens qui travaillent en fait, qui se retrouvent pas sans rien ou des choses comme ça. Mais oui, c'est un fait, il faut vivre avec, c'est là. C'est vrai que c'était pertinent, il a rebondi, c'était un message de 6 minutes. Donc nous on diffuse, on s'est dédié 1 minute 30, mais il parlait aussi des jeux qui étaient cassés à leur sortie, Day One où il fallait attendre des patchs. Ça, c'est un sujet qu'on aime aussi beaucoup tous les deux, Kira. C'est clair. Donc c'est vrai qu'il y a matière et vous avez des choses très intéressantes à dire, donc n'hésitez pas, contactez-nous. Vous pouvez aussi sur les plateformes de podcast nous mettre 5 étoiles, ça aide. Et d'ailleurs, on en a eu 2 cette semaine qui ont laissé un commentaire, donc je vais les citer. Il y avait ZGigi, donc très sympa ton pseudo, qui dit que notre podcast est un régal, il aime bien le côté pop culture. Donc bienvenue dans notre taverne et merci pour ton commentaire. Bienvenue à toi. Et on a aussi Neogarde, donc qui j'aime bien son commentaire. Il a mis en avant notre duo qui marchait bien, donc tant mieux pour vos oreilles. Et aussi, il est tombé sur nous complètement par hasard sur Apple Podcast, donc c'était rigolo. Et il aime bien qu'on parle pas que de blockbuster, donc c'est vrai que là on en a enchaîné pas mal. Mais j'arrive avec des petits jeux indés bientôt. Et bienvenue à lui aussi. Et puis surtout, n'hésitez pas à soutenir la taverne comme vous le faites. Nous sommes très reconnaissants. Du coup, c'est parti pour ton sujet hors sujet. Tout à fait. Je vous laisse avec un petit peu de musique. Vous allez me dire de la musique pour un jeu de société, c'est bizarre, mais vous allez comprendre après en fin de chronique. Donc restez jusqu'au bout. Ça, c'est du gros teasing quand même, Kira. Ah ouais, je vois ça, là, t'envoies du rêve, là, ça y est, je salive. Restez à la fin pour savoir c'est quoi cette musique. Mais en tout cas, on va parler de HeroQuest, un jeu de société de légende.
Kira, déjà, est-ce que tu connais HeroQuest ? T'en as déjà entendu parler ou pas ? Alors, j'ai jamais joué à HeroQuest, mais j'en ai beaucoup entendu parler, car on a un ami commun qui a beaucoup joué et qui apprécie beaucoup ce titre. Il m'en parle même assez régulièrement, je t'avoue. Et c'est vrai que j'aurais bien envie d'essayer. Mon jeu t'attend. Et donc, ce jeu, pourquoi je dis que c'est un jeu de légende ? Déjà, il est créé donc par Stephen Baker, donc faut bien le citer quand même, édité par MB, la célèbre marque qui a fait plein de jeux de société, et Games Workshop aussi. J'y reviendrai, mais ce jeu date de 1989, donc c'est pas un jeu qui est tout nouveau. Et beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler parce que il y a eu un bombardement de publicité à la télé à l'époque, et surtout la boîte elle est assez reconnaissable, c'est une énorme boîte déjà avec marqué HeroQuest en grosses lettres dorées, et dessus il y a un barbare avec sa grosse épée qui est prêt à tailler du gobelin. Donc en fait il marque un petit peu ce jeu parce que il est très typé médiéval fantastique, c'est même le thème. Il a une affiliation avec Donjons et Dragons, on le verra, et il a une mécanique de jeu que je vais vous décrire, mais qui est particulière, qui a donné vraiment tout son charme à ce jeu. Et moi, c'est vraiment un jeu que j'adore aujourd'hui et qui a été un rêve de gosse, parce que je l'ai jamais eu gamin, je l'ai eu que adulte là récemment, mais au Club Dorothée, j'arrêtais pas de voir la pub. Tu sais, on était matraqués de publicité, et il y avait cette publicité d'HeroQuest que je voyais gamin, et ça m'a toujours fait rêver. Tu vois. Ouais, c'est vrai que je me rappelle de la publicité qui passait, qui était dans les journaux, et cette rien que de voir la boîte, si tu veux, c'était vraiment. Moi, je sais que quand j'étais gamin. Ça m'envoyait du rêve, quoi. Je pensais à l'histoire sans fin, à Conan le barbare. Donc évidemment, cette chronique de jeux de société n'a pas vocation à vous donner les règles, c'est juste vraiment une présentation du jeu. Donc, pour parler un petit peu du système de jeu, parce que c'est ça qui est intéressant, déjà le plateau, en lui-même, il veut dire beaucoup, parce que c'est un plateau qui finalement, il n'y a pas grand-chose dessus. Donc ça peut paraître étonnant, mais c'est complètement voulu. C'est un plateau où c'est juste des cases dans des pièces. Des grosses cases, et dedans il y a plein de petites cases qui permettent de déplacer son personnage, et le plateau est volontairement épuré parce que on va y placer, en fonction du scénario, tout plein de matériel qui est physique, en plastique, des belles figurines. Donc il y a des portes, il y a du mobilier, il y a des gravats, il y a plein d'ennemis, il y a nos héros qui sont des figurines aussi en plastique. Donc c'est bourré de matériel, et comme ça on va agrémenter au fur et à mesure de la partie ce plateau qui est vraiment vierge de tout détail, quoi. Mais c'est voulu. Cette simplicité, elle est faite pour s'adapter justement à tous les scénarios possibles, parce que dans ce jeu, il y aura deux camps, Kira. Il y a un joueur qui va incarner Zargon, qui est le maître du mal un peu, qui est là pour déverser ses hordes d'ennemis. Pour dominer le monde. Oui, exactement. On a du zombie, du squelette, des momies, enfin bref, tout le bestiaire classique de ces jeux-là, et qui ont vocation évidemment à tuer le héros. Et les héros, eux, il y en a 4. Il y a le barbare, le nain, l'elfe et le sorcier. Donc tu vois, tout dans l'originalité du monde médiéval fantastique. Et les joueurs ont une fiche de personnage et des compétences particulières, et ils vont devoir résoudre le scénario. Et quand je parle de scénario, c'est parce que en début, donc le joueur qui incarne Zargon fait aussi le maître du jeu, et c'est lui qui donnera la quête à accomplir pour les joueurs. Et il aura aussi un petit carnet, ce joueur, qui lui dira quand les héros se déplacent dans telle pièce, il y a ça dedans, et il va aussi devoir placer sur le plateau les portes, les monstres, les objets clés à récupérer. Donc il y a vraiment un maître du jeu et des joueurs qui doivent réussir à résoudre cette énigme qui est en phase 2. Donc on vit vraiment une grande aventure, quoi. Une grande aventure, c'est une épopée, parce qu'en plus les scénarios se suivent, ils sont interconnectés, on garde notre personnage d'une partie à l'autre, et les joueurs ont 2 actions à leur disposition, ils peuvent se déplacer et fouiller, ou attaquer, ou utiliser un sort. Bref, ils font une action de déplacement et une action quelconque qu'ils veulent, un peu à la Zombicide. C'est vrai que je jouais avec des joueurs qui ont cité Zombicide. Moi, je préfère quand même HeroQuest que Zombicide, mais ça vous donne un ordre d'idée de ce que l'on peut y faire. Et donc, à tour de rôle, les joueurs vont jouer, après c'est Zargon, après c'est les joueurs, après c'est Zargon, etc., etc. Donc, ce qui rend le truc vraiment hyper vivant. Mais pourquoi j'aime autant ce jeu, Kira ? C'est pour sa composante jeu de rôle. Parce que c'est ça qui est cool avec ce jeu, c'est que c'est le mariage de 2 mondes. Donc déjà, le premier, c'est Donjons et Dragons, comme je le citais, bien que au fur et à mesure du temps, en 1989, il y avait des noms de personnages de Donjons et Dragons, etc., ce qui est plus le cas. Ils ont perdu, j'imagine, les droits ou la licence. Oui, je pense aussi, ouais. Et ouais, je pense que c'est ça. Mais cette composante de jeu de rôle où il y a un maître du jeu,
qui va décrire, qui va faire la base de son histoire, qui va être vraiment omnipotent et omniscient. Il sait tout, le maître du jeu, c'est vraiment le patron, c'est le boss. Et en même temps, les qualités de narrateur du maître du jeu vont faire que la partie peut être différente. Tu vois, il y a des personnes qui vont incarner Zargon et qui vont beaucoup décrire, qui vont essayer de jouer sur l'ambiance, qui vont faire vivre une expérience, et t'en as d'autres qui vont vraiment être plus dans le combat, etc. Donc cette dynamique jeu de rôle est extrêmement intéressante, je trouve, parce que elle responsabilise un petit peu ce joueur qui joue Zargon en tant que maître du jeu, orateur, arbitre, conteur, enfin bref, il a un petit peu tous les rôles. Et je disais le mariage de deux mondes, l'autre monde, bah, c'est le wargame, c'est Warhammer, hein, c'est pour ça qu'il y avait aussi cette influence de Games Workshop, c'est que c'est bourré de figurines, et les jeux où il y a plein de matos, bah ça Kira, on adore tous les deux, hein. Oui, et puis les figurines, c'est ce que je voyais, elles sont vraiment super jolies, ça a l'air très très quali et tout. Et moi, tu me connais, hein, je suis pas trop jeu de cartes de base, par contre, dès qu'il y a des figurines, généralement, je m'emballe. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Bah, c'est tout de suite valorisant d'avoir des belles figurines, voilà, du beau matos, ça fait, et puis il y a du mobilier et tout, enfin, c'est vraiment, vraiment très sympa. Et donc ouais, je parlais de dimension jeu de rôle, moi c'est vraiment ça que j'adore, c'est ce côté maître du jeu qui pour moi est essentiel pour faire vivre une expérience immersive, sans être aussi exigeant qu'un jeu de rôle où il faut créer des scénarios, tout est dans l'imaginaire. Là, t'as quand même un support physique qui peut t'aider. Mais en tout cas, c'est vraiment chouette de jouer le narrateur. Moi, c'est en tout cas quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et autre élément de JDR que je citais tout à l'heure, les personnages vont rester d'une partie à l'autre. On va gagner de l'or et entre chaque scénario, on va dépenser cet or pour stuffer nos personnages. Et on a notre petite fiche de personnage. Donc tu vois, il y a cette petite dimension aussi encore jeu de rôle qui est sympa. Voilà, on personnalise son perso, on avance avec au fur et à mesure de nos aventures. C'est cool. Et ce qui est très chouette, bah, c'est que pour les plus aguerris d'entre nous, on peut créer des scénarios. Parce que le plateau, comme je vous dis, il est vraiment, on peut tout y faire. Donc créer des scénarios ou enrichir ceux qui sont déjà existants. Moi, j'avais le premier scénario et j'ai rajouté des petites énigmes, etc. à mes joueurs qui n'étaient pas dans le livret. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on peut même, dans un jeu de rôle, donc style les Chroniques oubliées ou Roll and Play, intégrer HeroQuest comme le passage où les héros vont traverser un donjon pour illustrer des combats. On peut même s'en servir comme ça. Donc c'est vraiment le couteau suisse du jeu de rôle, je trouve, ce jeu de société. Ouais, puis il y a des extensions qui sont dispo là-dessus ou... Ouais, il y a plein d'extensions qui rajoutent des scénarios, des figurines, avec du matériel, j'en ai 2. Elles sont vraiment très très cool. Donc tu vois, ça permet de prolonger un petit peu l'expérience. Et comme je disais, ça peut servir... Ouais, ça, de faire des belles soirées, quoi. Carrément. Et ça peut servir de matériel aussi pour des vraies sessions de jeux de rôle. Enfin, c'est vraiment très cool. Petit point rapide avant la conclusion sur le background du jeu. L'histoire, je finis par l'histoire, mais en fait, il y a un petit scénario d'Heroic Fantasy. Donc, c'est le sinistre Zargon, comme je disais, maître du mal, qui sème le chaos tout autour de lui. Et il y a un barbare, en fait, dans le lore qui est très important, qui s'appelle Rogar, qui a regroupé ses forces et une armée pour le combattre. Et il a réussi. Il a battu Zargon, mais il n'est pas mort. Il s'est reculé dans une région... justement reculé de la Terre, j'allais dire de la Terre du Milieu, hein. C'est pas le Mordor mais presque, en tout cas il s'est reculé, et nous, nos héros, ils vont devoir constituer un nouveau groupe et aller casser du Zargon, sachant que les quêtes sont très variées pour y réussir. Donc la première, c'est aller tuer la gargouille Felmarg qui est très maléfique. On doit libérer le grand chevalier Sir Ragnar, on doit dévaster un camp de orques. Enfin bref, les scénarios sont très variés, il y a de quoi faire, c'est vraiment, vraiment très très sympa. Et la partie dure à peu près combien de temps ? Oh là, mais quelle transition, Kira. J'allais citer, j'allais le dire en plus. Voilà, tu peux le dire. Donc, avant la conclusion, donc ça se joue de 2 à 5 joueurs. La durée, c'est de 1 heure à beaucoup plus en fonction des scénarios. Mais ça peut être très court, hein, tu vois, si tu fais un scénario très rapide. Donc, il faut compter de 1 heure à 3, je dirais, pour les plus gros scénarios. La boîte coûte entre 130 et 150 euros selon vos boutiques de prédilection, mais essayez de faire marcher les petites boutiques indépendantes à côté de chez vous. Nous, c'est ce qu'on a fait avec une boutique près de chez nous qui s'appelle Roleplay. Et en conclusion, ce jeu est une légende, hein, qui n'a pas volé son titre, parce que ce que j'apprécie, comme je l'ai dit, il allie habilement jeu d'ambiance avec son maître du jeu qui joue Zargon, ses différents scénarios, ses personnages qui gagnent de l'XP, et le tout sur un plateau, du matériel, une boîte, des figurines de superbe qualité. Donc,
HeroQuest ne serait-il pas finalement le plus jeu vidéo de tous les jeux de société? Ça, c'est une grande question parce que moi, je ressens les mêmes sensations quand je joue à un RPG en multi que quand je joue à HeroQuest. C'est pour ça que j'aime autant jouer à ce jeu. Et fun fact, je vous l'avais promis en fin de chronique, il y a eu un jeu vidéo sur Amiga en 1991 de HeroQuest, et le thème que vous avez entendu, c'est le thème principal du jeu vidéo qui a été remixé au piano par PTI, qui laisse en libre de droit son travail. Donc voilà, petite anecdote en fin de chronique. Ce qui pourrait être marrant, c'est, tu sais, à une époque, on a eu les Skylanders, Disney Infinity et tout. Un système de jeu, en fait, HeroQuest, où tu as ta petite figurine que tu peux trimballer, en fait, de mission en mission, et que tu pourras importer dans ton jeu, et de l'avoir, donc, sur un jeu vidéo directement. Ce qui te permettrait de jouer à la fois voilà, tu pourras le faire sur ton jeu de plateau, tu pourras le faire sur ton jeu vidéo, et tu pourrais faire du cross-média jeu de société. Ça, faut pas que je le diffuse en podcast, faut qu'on garde le concept et qu'on le vende, hein. On va le garder. Ouais, bonne idée. Donc, si vous voulez vous faire un petit HeroQuest pour Noël, c'est le moment. Désolé, on vous fait acheter plein de trucs dernièrement, j'ai reçu des messages d'insultes. J'ai dû péter mon PEL à cause de toi. Enfin bon, bref, en attendant, voilà. Mais bon, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à nous faire des retours également, ça nous ferait plaisir en tout cas. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as des petites choses que tu souhaiterais dire avant de partir? Bah écoute, comme toujours, notre reconnaissance à nos auditeurs. Vous êtes maintenant très nombreux, c'est vrai, à nous écouter, et ça met un peu la pression, mais on est toujours très heureux d'animer ce podcast avec vous, de nombreuses rencontres, enfin bref, c'est chouette. N'hésitez pas à nous contacter, on adore les interactions. Vous pouvez nous proposer aussi des sujets, des jeux, des news. Participez maintenant au comptoir des auditeurs. Bref, le concept est là, n'hésitez pas. Et moi, la semaine prochaine, on attaque la série des Alan Wake, hein, je crois moi je fais Alan Wake le remaster la semaine prochaine, toi le 2 la semaine d'après. Bref, 2 émissions autour du jeu de Remedy. Exactement, donc ça c'est nos 2 prochains tests, et moi pour mon sujet, ça sera un film que j'ai vu au cinéma cette semaine, donc je vous ai pas parlé volontairement. Mais c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai envie d'en parler en tout cas. Bah écoute, hâte d'écouter ça. Et bah écoute, à tous nos auditeurs, encore une fois, grand merci, et puis on se dit à la semaine prochaine. Merci à tous, passez une excellente semaine, et puis à la semaine prochaine. Ciao.